On l'ignore souvent, mais l'archéologie moderne découle en grande partie des différentes disciplines des sciences naturelles. Pendant longtemps, on découvre le monde, on découvre la nature, et on la considère comme étant permanente, une constante qui s'explique très bien par la création biblique. Et il faut attendre le début du 19e avec Georges Cuvier pour qu'on comprenne quelque part qu'en réalité, les extinctions sont possibles, les espèces peuvent se transformer. Et c'est dans ce contexte que voient le jour de nombreux musées d'histoire naturelle dans le monde, et en particulier sous l'impulsion de Daniel Alexandre Chavannes à Lausanne, zoologue de formation, notre musée cantonal en 1818. C'est une époque où le musée est essentiellement orienté vers les sciences naturelles, et puis différents scientifiques, et en particulier Adolphe Morlot, vont transitionner d'une carrière, en ce qui le concerne, de géologue-glaciologue vers une carrière d'archéologue. Et c'est un petit peu la naissance de l'archéologie au sein du musée cantonal vaudois. Dans la première partie de sa carrière, Morlot interagit directement avec Darwin. Il cite les écrits de Darwin dans ses publications, Darwin le cite également réciproquement, les deux entretiennent une correspondance, et Morlot est résolument convaincu du transformisme des espèces, ce qui contraste avec la vision des collègues d'alors, qui sont essentiellement d'inspiration médicale et qui cherchent à comprendre la fonction plutôt que l'évolution. Et cette transition du fixisme vers le transformisme s'illustre très bien par une découverte majeure, celle d'un fossile, d'un squelette d'un peu plus d'1 mètre sur les bords du lac de Constance par un médecin suisse, Johann Scheuchzer, au début du XVIIIe, qui le considère comme étant en fait un témoin humain du déluge. Et il faut attendre Cuvier en 1811 pour avoir en fait une réidentification de ce fossile. Il s'agit en réalité d'une salamandre géante proche des salamandres géantes actuelles du Japon. Ce spécimen d'herbier est ce qu'on appelait au XIXe siècle une monstruosité. Une monstruosité, c'est une plante qui porte une déformation, et on le sait depuis, ces déformations sont dues à des mutations. Et au XIXe siècle, on a commencé à accepter l'idée de l'évolution, que les espèces se transforment, mais on cherche encore à comprendre le mécanisme biologique de ces transformations. Et il y a un botaniste en 1901 qui pose le terme de mutation pour expliquer ces changements soudains dans une plante qui vont pouvoir potentiellement se transmettre à leur descendance. Charles Darwin et Alfred Wallace co-découvrent la théorie de la sélection naturelle, de l'évolution biologique en 1858, et ils sont en mesure de le faire grâce aux nombreuses découvertes, aux nombreuses observations qu'ils ont pu réaliser pendant des voyages aux 4 coins du monde. Et c'est notamment les voyages sur les archipels d'îles qui vont beaucoup les inspirer. Par exemple, les Galapagos sont le terreau de Darwin, l'archipel malais le terreau de Wallace, et les observations de l'évolution de lignées d'oiseaux en particulier sont particulièrement frappantes, puisque l'évolution de la forme du bec, comme chez l'iwi de Hawaï par exemple, reflète parfaitement le type de ressources à disposition des oiseaux sur les différentes îles. Ces tubes de graines font partie d'une collection constituée par un professeur d'agriculture au XIXe siècle. Et à la base, ces collections servaient à l'enseignement de la botanique pour que les étudiants apprennent à identifier des graines des plantes. Mais il se trouve qu'au XIXe siècle, ces collections sont devenues extrêmement utiles à l'archéologie, puisque pour la première fois, on découvre sur des sites préhistoriques des restes de plantes conservées. Et on a besoin d'identifier ces objets. Donc, les botanistes et les archéologues vont collaborer. C'est la naissance de l'archéobotanique, et on va se servir de ces collections de musées pour identifier les restes trouvés sur les sites préhistoriques. On voit ici un minéral de boltwoodite, minéral nommé en l'honneur de Bertram Boltwood, qui était un éminent chimiste du début du XXe. Boltwood a été le premier à
proposer une date d'origine de la Terre qui était proche de celle qu'on accepte aujourd'hui. Et il a pu le faire parce qu'à la fin du 19e, on a découvert le processus de dégradation des matières radioactives, des éléments radioactifs, ce qui a permis d'inférer une datation absolue des roches. Et cette datation absolue, Bertrand Boltwood la précise à 2,2 milliards d'années pour ce qui est de l'âge de la Terre, ce qui est un âge largement plus élevé que ce que pensait déjà Darwin à l'époque, qui avait compris l'importance du temps long, mais qui l'estimait plutôt en quelques millions d'années, et un âge bien sûr énormément plus important que l'âge biblique de quelques milliers d'années. Quand on découvre l'uranium en 1789, on ne connaît pas encore les phénomènes de radioactivité et donc les risques qui y sont associés. Et on se sert en fait de l'uranium comme d'un pigment. On va le rajouter dans du verre pour faire ce qu'on appelle de l'ouraline, donc on en fait des vases, des verres. Et cette ouraline va être un petit peu fluorescente. À la lumière du soleil, il va y avoir des colorations jaune-vert. Et sous les UV maintenant, on sait que c'est même fortement fluorescent. Aujourd'hui, quand on découvre un objet comme ça, on est obligé de faire un petit peu attention et de le garder de manière isolée. Vous l'aurez compris, l'archéologie moderne a de nombreux liens avec les disciplines des sciences naturelles, que ce soit à travers les carrières des scientifiques qui passent d'une discipline à l'autre, ou à travers des méthodes comme celle de la datation absolue, qui est largement utilisée en archéologie moderne.